Tu vas faire comment? Tu vas dire que non, la magie, c'est gâté. On s'en fout. On s'en fout de mon paiement. On s'en fout. Tout le monde s'en fout. On veut les produits, monsieur. La rentrée, c'est bientôt. Non, on veut livrer les clients. Tu dis que ton paiement, il s'appelle quoi? Donc, personne ne veut entendre les pleurs. Personne ne veut entendre ça. Et tu n'auras aucune raison à donner à personne. Alors, je voulais réagir par rapport à sa question pour apporter un complément sur ce que vous avez déjà apporté. Moi, je pense que l'idée, elle est très bonne de vouloir fabriquer localement. C'est d'ailleurs ce qu'on prône tous. Et je pense que ceux qui pourront nous apporter la solution pour pouvoir le faire dans plusieurs domaines, ce serait salutaire. Alors, je vais juste te montrer les difficultés que tu vas rencontrer. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. C'est juste pour que tu prennes en compte tous les aspects et que tu te prépares en conséquence par rapport à ça. Alors, je vais te prendre un aspect que Unel a évoqué tout à l'heure. Il a commandé les écrans de la Chine. Les écrans sont arrivés au Cameroun. Il a allumé les écrans, ça ne fonctionnait pas. Les gens ont acheté l'écran, ils sont revenus remettre pour dire que ça ne s'allume pas. Il a fallu rembourser. Si quelqu'un a payé pour avoir un écran, il rentre, il allume, ça ne s'allume pas, il faut bien rembourser. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne vers l'usine, le producteur, pour lui dire les écrans que tu m'as vendus ici ne fonctionnent pas. Le producteur te dit quoi? Il te décharge. Normalement. Il te décharge, il te dit que mon frère, il peut même te dire que ça fonctionnait ici. Que peut-être c'est dans votre logistique là que ça s'est gâté, et ainsi de suite. Et lui, il est face à sa réalité. Sauf que l'avantage du producteur, c'est qu'il est en Chine. Tu vois, le producteur est en Chine. Lui ne peut pas facilement se lever là maintenant, aller en Chine, nous poursuivre, dire que les écrans c'est comment. Toi tu es ici. Ça veut dire qu'une moto, et il te retrouve à l'usine. Bon, c'était juste un paramètre. Maintenant, je vais entrer dans l'usine en elle-même. Et j'aime toujours prendre les exemples. On va prendre l'exemple des brasseries du Cameroun. Est-ce que tu as vu un bar qui s'appelle Brasserie du Cameroun? Tu t'es posé la question pourquoi les brasseries ne veulent pas les bars? Mais tu te dis qu'ils ont l'argent pour ouvrir les bars, non? Parce que ouvrir un bar, ça coûte combien? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait dans le bar ici? Le capital du bar, c'est rien. On peut ouvrir un bar même avec 500 000. Je dis avec 500 000, on ouvre le bar. On commence à vendre de la boisson, même ce soir. Mais pourquoi les brasseries ne veulent pas les bars? Ils pourraient ouvrir les bars dans tous les quartiers du Cameroun s'ils voulaient. Ils ont assez de trésorerie pour ça. Ils n'ouvrent pas pour plusieurs raisons. Première raison, ils ne veulent pas être en contact avec les clients finaux. Parce que quand tu es en contact avec le client final, il vient, il boit, il saoule, il casse les bouteilles, il bagarre. Ça, ils ne veulent pas gérer ça. Deuxième chose qu'ils ne veulent pas gérer, la comptabilité. Parce que quand tu ouvres 100 bars, c'est qu'il faut 100 rapports chaque soir. Il faut 100 états qu'il faut évaluer. Il faut 100 personnes à recruter. Il faut 100 personnes à gérer dans les ressources humaines. Eux, ils ne veulent pas gérer ça. Parce que s'il y a 100 bars, 200 bars, 500 bars, 1000 bars, il va falloir gérer tout ça. Il y aura même le syndicat des gens qu'ils ont créé pour les bars, qui vont marcher pour dire que les salaires sont petits, machin et tout. Donc, eux, ils ne veulent pas gérer ça. Ils ne veulent pas gérer la logistique. Parce que quand tu as les bars, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut stocker les casiers. Il faut garder les bouteilles. Les gens vont casser les bouteilles. Il faut que tu aies les espaces de stockage qui sont très grands. C'est un coût important. Ça veut dire qu'ils doivent louer d'abord pour les bars. Il faut louer là où on va stocker les casiers, là où on va stocker les bouteilles. Et tout ça, c'est un coût extraordinaire qui augmente les coûts de production qu'ils ont à l'usine. Et comme si ça ne suffisait pas, il faut qu'ils transportent les bouteilles. Donc il faut les camions. Il faut les chauffeurs de camions, qui sont encore les ressources humaines. Donc il faut payer les chauffeurs de camions, il faut payer les gens qui travaillent au bar, il faut payer les serveuses, il faut payer les tenues des gens, il faut former les serveuses, il faut faire les rapports, il faut les comptables dans tous les bars là qui vont contrôler. C'est une logistique qui est monstrueuse. Et comme ils ne veulent pas gérer tout ça, ils recrutent des concessionnaires, comme celui qui est décédé dernièrement, qui avait l'hôtel La Falaise, Moncam, qui était le principal concessionnaire des brasseries. Il lui dit, nous on va fabriquer la bière. Quand tu viens, tu achètes tout. Tu peux te débrouiller pour vendre ça aux gens qui vont distribuer. C'est comme ça qu'ils font. Hein. Donc le concessionnaire vient, il achète la bière, il a ses camions lui-même. Il a ses endroits où il stocke. Il vend aux grossistes. Les grossistes vendent aux semi-grossistes. Les semi-grossistes vendent aux détaillants. Et les détaillants, c'est les gens qui ont les bars, les snacks, et ainsi de suite. Et les brasseries se déchargent de toute cette contrainte-là. C'est difficile de faire l'industrie et de vendre en même temps. Parce que ce que tu veux faire, c'est que tu as ton endroit où tu fabriques. Après, tu vends, n'est-ce pas? C'est que tu vas devenir fou, tu vas faire la prison. Parce que s'il y a un défaut de fabrication, tous ceux à qui tu as vendu vont venir à l'usine. Tu dis que, Gallo, oui, si c'est gâté, tu vas faire comment? Est-ce que tu auras suffisamment de trésorerie pour gérer ça? Est-ce que tu as déjà analysé le marché du produit que tu veux vendre? La première étape, c'est de prendre le produit final et de commencer à le vendre. De voir le chiffre d'affaires que tu peux générer même par mois avec le produit final, même si ce n'est pas le tien. Même si c'est pour un fournisseur, même si c'est un truc importé, ce n'est pas important. Tu vends le produit, même pendant 1 an.
Pour comprendre déjà la cible, pour comprendre les marges que tu te fais, pour comprendre le marché, pour comprendre comment est-ce que tu utilises, quelles sont les stratégies que tu utilises pour commercialiser. Dès que tu as compris comment le produit se vend, maintenant tu peux passer à l'étape de, comme une aile, tu crées ta marque. Ça veut dire maintenant quand tu as ta marque, tu te crées une identité sur le marché. Tu te donnes un positionnement. Les gens achètent maintenant parce que c'est ta marque. Ils n'achètent plus seulement parce que c'est le régulateur ou alors le fou, ainsi de suite. Là encore, tu gagnes encore un peu plus parce que pendant 1 an, tu as vendu, tu t'es fait de la trésorerie. Quand tu fais ta marque, ça veut dire que tu commandes à l'échelle, ça veut dire que tu peux réduire les coûts de production, d'avoir des marges un peu plus importantes. Et quand tu as déjà fini cette deuxième étape, tu peux commencer à réduire les proportions d'importation. C'est que si tu importais 1000, tu vas dire, ok, maintenant je vais importer 800 et produire 200. Tu comprends ce que je dis? Tu ne produis pas 1000, tu produis 200. Et maintenant, dans ton stock, tu insères au fur et à mesure les stocks que tu produis toi-même. Parce que tu sais que de toutes les manières, il y a un 800 qui est déjà bien fait, que les gens vont toujours acheter. Même si les 200 qui est produit moi-même ne marchent pas, je peux compenser avec les 800 qui viennent, qui ont un coût de production qui est faible. Et j'ai même, il y a beaucoup d'aspects que je peux évoquer. Il y a par exemple la ressource humaine. Tu vas recruter les gens pour travailler à l'usine. Il n'y a aucune école ici qui forme les gens qui vont travailler dans ton usine. Donc, tu es obligé de les former toi-même. Et tu connais comment on est chez nous. Dès que tu vas les former, ils vont maîtriser, utiliser, ils vont créer leur usine eux-mêmes. Puisque acheter la machine, c'est comme on passe sur Alibaba, non? On achète la machine, non? Donc, quand ils vont venir travailler avec toi, tu leur montres comment utiliser la machine. Ils voient que ça marche. Ils voient que tu vends. Tu as les marges. Il passe sur Alibaba, il achète sa machine, non? Il fait aussi son usine. Seul. Il met une marque il appelle ça une Elo. Il ajoute O à la fin. Tu vois? Tu ne pourras rien faire face à ça parce que tu vas tout recommencer à zéro. Quand il va partir comme ça, tu seras obligé encore de recruter une nouvelle personne, former encore. Il vient encore, il apprend comment on fait, il part, il fait seul. C'est pour ça que dans les usines, il y a des techniques qu'on utilise pour que les gens qui travaillent à l'usine ne sachent pas comment on fabrique. On appelle ça la segmentation de l'information. Si tu peux au brasserie, tu ne peux pas savoir comment on fait le jus. Parce que si tous ceux qui travaillent au brasserie savaient comment on fait le jus, je sais qu'ils ont créé les usines de jus partout. La preuve, c'est que certains créent quand même les unités où ils font la contrefaçon. Donc, il y a des techniques pour que tu ne saches pas comment on fabrique, même si tu travailles à l'usine. Toi, tu n'auras pas ça, puisque tu travailles de manière artisanale. Donc, tu vas venir avec la matière première, ils voient où tu as pris. Parfois, tu vas même les envoyer acheter, parce que tu ne peux pas l'acheter tout le temps. Donc, ils voient là où tu achètes la matière première. Ils voient la machine que tu utilises, parce qu'il peut taper sur Google, il trouve. Ils voient comment on transforme. Ils voient que ça donne l'argent. Ils voient que tu lui donnes 35 000 par mois. Mais il passe seulement à la cantine, il prend l'argent, il achète sa machine, il commence à faire lui-même. Donc, en fait, tu ne peux pas te mettre tous ces problèmes-là au début alors que tu n'as pas assez d'argent. Et même si tu as assez d'argent, c'est peut-être l'argent que tu as pris à ton team, c'est trop risqué de faire une activité aussi risquée avec un argent dont tu n'es même pas sûr de comment ça va se passer. C'est pour ça qu'on appelle ça la Startup Academy souvent, faire ses classes. Il faut faire ses classes. Donc, il faut y aller progressivement. Tout le monde veut l'industrie, tout le monde serait fier qu'il y ait les industries partout. Mais il y a des étapes. Même quand on a l'argent, ça ne suffit pas. Même avec l'argent, ça ne suffit plus que les ressources humaines. Même si tu as beaucoup d'argent, comment tu fais pour recruter les gens compétents? Ce n'est pas l'argent qui définit comment tu vas identifier que quelqu'un est compétent. Tu vois? Donc du coup, il y a beaucoup de challenges qui ne veulent pas dire que c'est impossible, mais je veux que tu prennes ça en compte de telle sorte que dans ton projet que tu veux mettre en place, tu te rassures que pour tel problème, j'ai telle solution, tel problème, j'ai telle solution. Et si face à tout ça, tu as des solutions, gars, lance-toi. Lance-toi, il n'y a pas de souci, mais prends ça en compte. Sinon, tu risques de mobiliser beaucoup de trésorerie et puis après, ça ne fonctionne pas. Je ne parle même pas de l'amortissement des machines. Tu achètes des machines, il y a l'amortissement de la machine, il y a la durée de vie de la machine. Quand tu as une industrie, il faut absolument une unité qui dépanne unique. Il faut tout un département avec des techniciens qui sont seulement là, avec des pièces de rechange de toutes les machines, qui sont là pour dépanner les machines. Parce qu'imagine-toi que tu as une commande de 8000 produits. Tu es en train de lancer la production. Tu as 1 mois de délai que tu as donné. Tu as appris l'avance. La machine s'est gâtée. Tu vas faire comment? Tu vas dire que non, la machine s'est gâtée. On s'en fout. On s'en fout de mon paiement. On s'en fout. Tout le monde s'en fout. On veut des produits, monsieur. La rentrée, c'est bientôt. Non, on veut livrer les clients. Tu dis que ton paiement, il s'en fout. Donc, personne ne veut entendre les pleurs. Personne ne veut entendre ça. Et tu n'auras aucune raison à donner à personne. Et je ne parle même pas des coûts de production qui seront trop élevés parce que c'est artisanal au début. Parce que peut-être c'est parce que tu as fabriqué 5, 10, 15, 20, 500, 1000, ou tu as vu les gens fabriquer des quantités qui ne sont pas beaucoup. Mais quand il va falloir fabriquer des quantités importantes, tu auras même un autre problème, c'est l'approvisionnement en ressources humaines et surtout en intrants. Parce que peut-être, je vais te faire un exemple et je te demande de faire l'expérience. Tu peux aller au marché actuellement, tu dis que tu veux 10 kilos de cacao, on va te vendre. Tu dis que tu veux 100 kilos de cacao, on va te vendre. Tu dis que tu veux 5 tonnes de cacao, tu ne vas pas trouver. Tu vas dire que mais il y a le cacao partout, non? Comment il veut 5 tonnes, il n'y a pas. Donnez-moi 5 tonnes, j'ai un client là. On dit non. Toutes les matières premières ont des circuits déjà de distribution qui sont codifiés, qui sont contrôlés.
Donc tu ne peux pas venir comme ça dire qu'il y avait 500 tonnes de maïs, c'est impossible. Qui va te vendre? Que tu as pris où? Donc il faut que tu saches jusqu'à quel niveau tu peux avoir la matière première que tu vas utiliser. Et à combien? Qui contrôle cette matière première? Parce que quelqu'un qui contrôle ça se rend compte que tu as mis une unité quelque part, tu es en train de produire, ça marche. Qu'est-ce qu'il fait? Il augmente le prix, il crée son unité lui-même. Parce que ça peut se produire. C'est moi, par exemple, qui vends la matière première. Tu achètes chez moi. Un jour, il me dit, mais le gars, s'il achète même tout le temps, il fait quoi? J'ai fait une enquête. Je me rends compte que quand tu achètes, tu as ta petite machine là, tu fabriques les trucs, tu vends. Il dit que, mais le truc, c'est intéressant. Hein? Il fabrique même à combien? Je vois combien il fait. S'il te vendait ça à 500, je mets à 5000. Tu ne pourras plus acheter. Moi, j'achète ma machine moi-même. Je produis le même produit et ne te vends plus. Tu vas prendre la matière première. Tu vas voyager pour le Nigeria tout le temps. Ou tu vas aller en Chine pour la matière première. Donc tu vas augmenter les coûts. La matière première va faire 3 mois par bateau pour venir. Tu vas produire en combien de temps? Quelle quantité par an? L'industrie, c'est pas comme on pense là. C'est complexe et on ne peut pas résoudre ça seul. Il faut tout un continent pour résoudre ça. Donc voilà un peu mon apport par rapport à ton projet. Soyez un roi, soyez une reine, soyez une princesse, soyez chic, soyez élégant. Arborez des vêtements et accessoires haut de gamme qui vous donnent une valeur, une identité. C'est apprécié le linge, y'a du top dans les fringues, c'est du sur mesure. Qualité dans le vêtement, évidemment, c'est du sur mesure. Ça épouse le corps à la perfection. Captivant ton regard, tu te demandes si c'est Papa God qui a pris les mesures. Normal, c'est du sur mesure. La marque des leaders.